Alors bonjour, bienvenue à cet épisode de Génération Z. Donc aujourd'hui on commence d'une manière un petit peu plus spéciale. Petit problème technique avec l'entrevue avec Monsieur Gabriel Gagnon. J'ai perdu les 10 premières minutes à cause que le fichier est endommagé. Alors malheureusement il va vous manquer la première partie. Mais en gros il me parle de sa carrière qu'il a étudié au Cégep de Saint-Hyacinthe pour ensuite faire son parcours en communication à l'Université de Sherbrooke. C'est par la suite, il a travaillé pour des municipalités dont la ville de Belleuil, a parti son propre site internet au niveau de la technologie, des idées cadeaux si on veut, grosso modo, qui s'appelle gagnon.ca. Et puis l'entrevue va commencer donc sur moi qui pose la question à M. Gagnon. Donc on va parler un peu des émissions spéciales et de comment ça se passe dans une salle de nouvelles pour vous mettre un peu en contexte. Bon, de plus, l'entrevue initiale a duré 1h30, donc un 10 minutes au final, c'est pas si grave que ça. Mais j'ai décidé de la séparer en deux parties. Première partie, un premier 45 minutes. Pour vous, ça va être plus à 35, qui parle justement de sa carrière. Et le dernier 45 minutes qui sortira dans les prochains jours, lui, c'est vraiment plus axé sur la question Génération Z. On parle d'actualité, donc un segment assez intéressant. Je vous souhaite un très bon épisode et on se voit la prochaine fois. Ciao! Puis les relations humaines, les relations soit entre collègues ou avec d'autres personnes, parce que on a l'impression parfois, là, quand on couvre une nouvelle de dernière heure, une grosse nouvelle qui vient de tomber puis qui justement change le cours du bulletin, qu'on s'en va en guerre avec ses collègues, là, faut s'appuyer sur chacun de nous l'un sur l'autre, faut être vite, faut faire confiance, faut communiquer comme il faut. Fait qu'on le sait qu'on rentre en onde avec une information, on sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Parfois, là, quand on tombe en émission spéciale puis en couverture spéciale, on sait pas comment ça va finir ni quand ça va finir nécessairement. Fait qu'on a l'impression quand on finit notre corps puis qu'on a fait un gros travail, mon Dieu, on a vécu quelque chose en gang, là. C'est vraiment un sentiment vraiment le fun. J'ai fait quelques mois sur le terrain à Trois-Rivières comme reporter, comme journaliste sur le terrain. Puis je partageais la garde entre la salle des nouvelles à Montréal puis la salle des nouvelles à Trois-Rivières. Puis le déclic où je me suis dit faut que je reste à Montréal, c'est le 6 janvier lors de Capitole? Exactement, ouais. Lors de la prise du Capitole par des manifestants à Washington. J'ai senti toute l'énergie de la salle des nouvelles, toutes nos caméras qui se sont tournées vers Washington, vers le Capitole. Puis il y avait tellement d'effervescence, il y avait tellement une volonté de montrer ce qui se passe, d'être présent, d'expliquer aux gens, mon Dieu, on est à un point de bascule dans cette situation-là, dans cette élection-là aux États-Unis. Là, je me suis dit, non, c'est là que le fun est, là, c'est le fun entre guillemets. On s'entend que c'est pas un événement le fun, mais pas du tout, mais à couvrir comme journaliste, c'est tellement d'adrénaline, c'est tellement c'est tellement stimulant que non, je peux pas être ailleurs que dans le cœur de l'information à Radio-Canada, c'est à Montréal. Là. Il y a plein d'avantages à être reporter sur le terrain, mais pour moi, c'est vraiment... quand je sens que toute l'équipe est mise sur la même nouvelle, puis travaille tous ensemble pour livrer la meilleure information possible, c'est super le fun. Puis là, on s'entend... vous me parliez tantôt des émissions spéciales, des fois. On commence une journée, puis on sait pas comment ça finit. Est-ce qu'il y a une de ces émissions spéciales-là, de ces moments-là, qui va vous marquer, qui vous a marqué, dans le fond? Bien, évidemment, oui, il y en a. J'ai pas encore une très, très longue carrière à Radio-Canada, mais déjà, on est dans une période un peu trouble, un peu instable. Moi, je suis arrivé, mon premier quart de travail à Radio-Canada, c'était le vendredi 13 mars 2020, quand tout a fermé. Ça a tombé que c'était cette journée-là? Ça a tombé cette journée-là quand le premier ministre a annoncé que les écoles fermaient pour 2 semaines. Puis finalement, on est tombé en pandémie pendant presque 2 ans. Ça donnait le ton au reste à mon avenir, parce qu'après ça, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu maintenant la guerre entre Israël et le Hamas, il y a maintenant les grèves dans le secteur public, il y a eu aussi la
Wagner, le groupe Wagner, le groupe russe En qui Russie, s'en allait, oui. qui s'en allait vers Moscou, puis ça nous a pris complètement par surprise, là. Moi, j'arrive le matin à 3 heures, je commence à lire les dernières nouvelles, je lis le fil de presse à l'interne, je lis nos textes de la veille, puis là, plus ça avance, plus le temps avance, plus ce qui se passe en Russie prend de l'importance. Il y a de plus en plus d'alertes des agences de presse, parce que nous, pour la couverture internationale, tous les médias se fient sur les fils de presse puis sur les agences comme Reuters ou l'agence France Presse ou l'AP aux États-Unis c'est nos yeux sur le terrain pour les dernières nouvelles. Radio-Canada, on est chanceux, on a des correspondants, mais ils peuvent pas suivre toutes les nouvelles à la seconde près, mais les agences de presse peuvent le faire. Et quand, justement, pendant à peu près 1 heure, là, on voyait juste des petites alertes, juste des petits messages. Wagner a renversé a tassé le maire d'une petite ville en Russie, puis s'installe là. Bon, mon Dieu, c'est bizarre. C'est pas habituel pour ce groupe-là en Russie. Après ça, ils disent avoir pris le contrôle de la ville. Après ça, ils disaient être en route vers Moscou. Puis là, ça avait l'air d'une mutinerie contre Vladimir Poutine. Mais quand moi je suis rentré travailler, c'était pas ça du tout, là. Puis rendu à 6 heures, c'était déjà gros, mais c'était pas aussi gros que ça allait le devenir, là. C'était pas encore Wagner roule vers la Russie vers Moscou avec des tanks, la capitale de la Russie. Et là, au fil du temps, je parlais avec notre correspondante en Russie, Tamara Teresko, puis elle m'expliquait non, c'est gros ce qui se passe. Puis là, on est tombé vraiment en émission spéciale parce que c'était beaucoup trop important. J'ai appelé nos correspondants sur place, j'ai appelé la correspondante à Washington parce qu'il faut savoir ce que les États-Unis en pensent, parce qu'ils sont en conflit interposé avec la Russie en Ukraine. Après ça, il faut parler à nos analystes qu'on connaît. Fait qu'on est devenu en couverture spéciale en dedans d'à peu près 1 heure ou 2. Mais c'était pas du tout prévu. Fait que ça c'est tellement stimulant, c'est tellement un aspect du travail qui est le fun, parce qu'on a l'impression de nous-mêmes vivre l'actualité en rendant compte de ce qui se passe. Je pense que c'est ma première couverture en direct qui a un peu changé aussi l'orientation de la géopolitique dans le monde. Parce que puis ça a bougé vite. Puis exactement. Ça s'est fini quand même assez rapidement. Aussi, ça s'est fini en dedans de moins de 24 heures. Donc mais les événements ont déboulé tellement vite que, mon Dieu, c'était la première fois que j'avais de quoi d'aussi gros sous les yeux, sous ma responsabilité. Pas l'événement, mais la couverture était sous ma responsabilité. J'ai aussi mon premier moment où mon rédacteur en chef a pris le téléphone pour me dire là, Gab, tu tiens l'antenne. C'est la mort de Guy Lafleur. C'est tombé pendant l'émission du matin. J'étais au pupitre à ce moment-là. Puis on m'a dit Guy Lafleur est mort, on peut aller en ondes. Tu tiens l'antenne. Fait qu'il faut se revirer de bord en une fraction de seconde. La recherchiste qui appelle des intervenants pour parler de la mort de Guy Lafleur, leur lien avec lui, comment ils le voyaient, qu'est-ce que ça leur faisait, réagir à tout ça. Après ça, des journalistes qui rendent compte des réactions sur les réseaux sociaux. Après ça, des journalistes à la colline, à Québec puis à Ottawa pour nous dire qu'est-ce que le premier ministre en pense, qu'est-ce que les députés en pensent. Encore là, c'est toute la force aussi d'avoir un réseau comme à Radio-Canada. On peut se revirer de bord puis faire appel à tout plein de gens extrêmement compétents qui peuvent nous rendre compte de la nouvelle. Fait que ça, c'était mon premier gros dernière heure où on m'a dit « OK, on change plus de sujet, là, t'es là-dessus jusqu'à temps que Patrice Roy arrive avec son émission spéciale. » Ça a pris à peu près 2 heures de couverture spéciale, puis on est sorti des ondes. Mais c'est marquant parce que c'est mon premier, mais là où j'ai eu le plus de fil à retordre, si je peux dire, c'est quand Wagner se dirigeait vers Moscou. Puis là, bien sûr, il y a les grèves en ce moment où c'est aussi un tournant dans l'histoire du Québec, là, dans les relations de travail en santé et en éducation. Fait que c'est aussi de la couverture. C'est bien différent d'une couverture à l'international, mais c'est aussi
c'est aussi stimulant. C'est aussi important. Hein? C'est la Exact. raison pour qu'on est ici aujourd'hui. Exact, En ce exactement. mardi 21 novembre. Exact, grâce à l'école publique Ouais, bon. québécoise. Je pense que tous les élèves de l'école d'éducation internationale sont en train de faire leur PP en ce moment. Oui, Ils ont tous probablement. la même idée que moi, là. On n'est pas fous, on n'est pas fous. Probablement. J'aurais fait la même chose si j'étais à votre place. Oui. Bon, on en profite, là. On veut Mhm. pas, là. Ça revient à une semaine de relâche. Là. Exact. Quelques jours de congé pour On s'y travailler. est occupé pareil. Là. Exact. Je veux pas. J'aimerais ça aussi qu'on parle de, tu sais, de votre rôle en tant que tel. Tu sais, Mhm. vous êtes chef de pupitre. Mhm. Journaliste à la base, oui. Ben, journaliste, mais devenu chef de pupitre. Mhm. C'est quoi, si on veut, la différence entre les deux rôles pour que, mettons, que parce que je sais qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui s'intéressent justement à l'actualité, mais qui n'ont pas nécessairement le goût d'être devant la caméra, Mhm. puis d'être celui qui a, si on veut, le spotlight dessus. Mhm. En quoi que votre rôle, dans le fond, qui est nécessairement différent de journaliste, est, dans le fond, crucial, dans le fond, dans une salle de nouvelles. Là. Presque tous les employés de la salle de nouvelles sont journalistes. Ok, de base, hein? En fait, tous les employés de la salle de Ok. nouvelles sont journalistes. Nos patrons aussi sont journalistes qui sont devenus patrons. Mais de base, on fait tous du journalisme, mais à des endroits différents. Avec à la base, si on veut, il y a les reporters, il y a les rédacteurs, il y a les recherchistes. Le recherchiste essaie de trouver des experts, essaie de trouver des intervenants, essaie d'enrichir les bulletins de nouvelles avec des gens qui peuvent nous mettre en contexte l'information. Le rédacteur, dans les faits, on appelle ça des journalistes à la recherche puis des journalistes à la rédaction. Un journaliste à la rédaction, c'est un journaliste qui est dans la salle de nouvelles, qui écrit aussi des textes pour la radio ou pour la télé. Il y en a aussi pour le web qui écrivent des plus longs textes. Mais les journalistes à la rédaction sont aussi journalistes, puis préparent aussi, on appelle ça des converses. Quand un journaliste est sur le terrain puis fait une intervention en direct, c'est une converse. Donc, les rédacteurs font le lien entre le terrain, la salle de nouvelles et ce qui s'en va en ondes. Donc, préparent les questions, parce que c'est tout scripté, des converses. Là, on ne sort pas ça de notre chapeau. C'est pas l'animateur qui sort des questions de son chapeau. Fait qu'il prépare les textes qui vont être lus au télésouffleur par l'animateur. Il valide l'information, il monte à l'ordinateur les visuels, les extraits qu'on va jouer en ondes. Donc, par exemple, tu t'en vas sur le terrain, tu vas interviewer un leader syndical ce matin là, pour la grève. Ben, c'est un journaliste à la rédaction qui va écouter l'entrevue puis qui va isoler un extrait d'à peu près 25, 30, 40 secondes qui va être joué à la télé pendant la converse. Ils peuvent aussi écrire des textes complets, là, on appelle ça des petites brèves. Là, c'est des 25, 30, 40 secondes aussi de texte lus par l'animateur. Donc ça, c'est une recherche d'information en soi. Il faut valider l'information, il faut rechercher des images aussi, parce qu'à la télé, on est condamné à montrer des images. À la radio, c'est bien différent. Le rythme et les tâches de la rédaction sont similaires, mais il n'y a pas cette nécessité-là d'avoir des images. Et ensuite de ça, il y a le reporter qui, lui, est sur le terrain, qui se promène puis qui fait de la cueillette d'informations, qui parle avec des intervenants, qui valide des informations, qui la rend aussi. Dans la couverture en direct, ben, on présente ce qu'on voit, on présente ce qu'on a entendu, on présente ce qu'on a lu. Et au bout de cette chaîne-là, dans la salle des nouvelles, il y a le chef de pupitre qui, lui, est responsable de coordonner tout ce travail-là, de coordonner la cueillette, de coordonner le travail des rédacteurs, de coordonner le travail de la recherche, de s'assurer que l'animateur a des textes vérifiés, relus, véridiques, de s'assurer que le bulletin se tient. C'est parce que c'est aussi le chef de pupitre qui décide de l'ordre des nouvelles dans le bulletin de nouvelles. C'est le chef de pupitre qui décide de qui va faire quoi. Est-ce que c'est une nouvelle pour la journaliste qui est sur le plateau avec le grand écran, on appelle ça le mur? Est-ce qu'il y a assez de visuels? Est-ce qu'on peut faire des graphiques? Est-ce qu'on peut illustrer la converse sur le plateau? Ou est-ce que c'est plutôt une nouvelle pour le journaliste sur le terrain? Est-ce qu'il peut nous montrer quelque chose? Est-ce qu'il peut aller à la recherche de nouveaux intervenants? Est-ce qu'il y a quelque chose à développer en se promenant sur le terrain? Ou plutôt une nouvelle qui va être on appelle ça un sourd, c'est un texte couvert d'images pendant 25 secondes
qui va être écrit par un rédacteur. Donc ça, c'est toutes mes décisions au fur et à mesure que le bulletin avance. J'ai un temps de préparation, évidemment, mais c'est vraiment un travail de chef d'équipe, de coordination, de validation. Tout l'aspect éditorial, c'est la responsabilité du chef de pupitre. Donc, s'il y a des erreurs en ondes, c'est moi qui est imputable. Si on donne si je dis de quoi de faux complètement, ben c'est moi qui est imputable. Je ne peux pas me permettre de dire des fausses informations parce qu'à Radio-Canada, là, on donne de la vraie nouvelle. Là. On est encadré par nos normes et pratiques. C'est moi qui est le gardien des normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada pour mon émission, pour mon bulletin. Donc, il faut que je m'assure que les journalistes qui sont sous ma gouverne respectent on appelle ça les NPJ, les normes et pratiques, respectent les normes, que l'animateur respecte les normes, que les rédacteurs respectent les normes. Donc, c'est un gros travail d'éditorial. Moi, je suis le chef d'orchestre du bulletin de nouvelles au point de vue éditorial, puis je fais le lien aussi avec la technique. Pour qu'on puisse avoir une image et du son en ondes, il faut une équipe technique. Fait que je fais le relais entre le contenu et l'équipe technique qui travaille pour que mon bulletin soit vu par les téléspectateurs. Fait que c'est vraiment un gros travail de coordination, de gestion d'équipe, puis de vérification et de validation d'informations. J'avais le goût de parler, ça m'a vraiment intrigué. Au début de l'entrevue, vous me disiez que vous arriviez au bureau à 3 heures du matin. Ça, c'est intense quand même comme horaire de travail, mais au moins, c'est fixe. Là. C'est un peu atypique. Mais comment est-ce que votre journée se déroule? Vous n'entrez pas en ondes à 3 heures, bien évidemment, mais c'est quoi la préparation qui vient avant? Puis même, comment ça se déroule? Bon, on l'a su comment ça se déroule pendant, puis qu'est-ce qu'il y a après l'émission? Comment ça marche, la préparation de vos sujets là, pour l'émission du matin? Moi, j'arrive vers 3 heures. Moi, je travaille pour l'émission de la fin de semaine surtout. D'abord, l'info la fin de semaine à RDI. J'arrive à peu près à 3 heures. On est en onde à 6 heures du matin. Donc, j'ai un 3 heures pour monter le bulletin de nouvelles, pour choisir les sujets puis choisir comment on va les traiter. À 3 heures du matin, moi, j'ai déjà lu... Mon cadran sonne à 2 heures. Donc, à 2 heures, moi, j'ouvre mon téléphone, je lis les dernières dépêches, je lis les journaux. Est-ce que je lis la presse, Le Devoir, le Journal de Montréal, les journaux canadiens, les journaux internationaux, le New York Times. Puis, je me fais une idée de ce qui a marqué le moment où je me suis couché, puis le moment où je me suis réveillé. Et aussi, quand c'est une importante nouvelle qui est en continu, puis qu'on doit suivre depuis une journée ou deux, mais c'est quoi les derniers développements? Fait que là, je me prépare chez moi, je fais une première tournée des autres médias. J'arrive au bureau, j'ouvre mon ordinateur, je regarde les fils de presse. Donc, ce que les agences ont publié puis ont présenté. Je regarde les agences visuelles où ils nous envoient des images, parce que Reuters, l'AFP peuvent nous envoient constamment des images des événements qui sont couverts. Il y a aussi le fil de presse textuel, où c'est toutes les dernières alertes. Et je regarde aussi ce qui est produit à l'interne ce jour-là à Radio-Canada, soit sur le web, sur nos plateformes web, dans l'application. C'est constamment alimenté par des reportages d'enquête, des reportages exclusifs ou des suivis de nouvelles. Fait que là, je me fais une tête, je me fais même une liste de priorités. Je mets ça dedans, on appelle ça un conducteur. Un conducteur, c'est tout le déroulement du bulletin de nouvelles. Je choisis justement, comme je disais tantôt, est-ce que c'est un sujet pour le mur? Est-ce que c'est un sujet pour le journaliste terrain? Est-ce que c'est un sujet pour le journaliste terrain à Québec, à Montréal, à Ottawa? Est-ce que c'est un sujet pour la colline parlementaire, pour notre journaliste à Québec ou notre journaliste à Ottawa? Donc, au fil du temps, je discute aussi beaucoup avec l'équipe pour voir qu'est-ce que vous en pensez si on commence le bulletin avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez si je donne ce sujet-là à notre reporter terrain ou plutôt à notre reporter sur le plateau. Donc, il y a beaucoup... Ce qui est le fun aussi, là, c'est que je ne suis pas tout seul complètement à prendre les décisions. Là. C'est en collaboration avec l'animatrice, avec la réalisatrice, même avec le reporter, parce que je peux proposer un sujet pour le reporter terrain, mais si elle me dit « Ah non,
j'ai déjà essayé de contacter un tel, puis ça marche jamais. Ça va être très difficile ce matin, un dimanche matin, de trouver un intervenant. Je pense qu'on est mieux pas. Ben bon, parfait. Par expérience, s'ils l'ont déjà vécu, ben on peut changer, je peux changer d'idée, puis on va trouver une autre histoire. Mais c'est vraiment le 3 heures de temps là est pas trop là pour me faire une tête puis bâtir le bulletin de nouvelles. Mais moi, je suis en onde à D'abord l'info pendant de 6 heures à 10 heures, donc pendant 4 heures de temps. Je peux pas bâtir 4 heures d'émission en 3 heures. Normalement, je bâtis au complet ma première demi-heure d'émission pendant mes 3 heures de préparation en gardant une vue d'ensemble sur ce qui s'en vient, sur le bulletin de 7 heures, le bulletin de 8 heures, le bulletin de 9 heures. Puis, au fur et à mesure, ben, le reste des bulletins se construisent avec les nouvelles informations, avec ce qui est en développement. Fait que après ça, je commence. Vers à peu près 5 heures, je bâtis ma deuxième demi-heure avec ce qui s'est ajouté. Puis, moi, je fonctionne beaucoup 1 heure d'avance. Donc, à 6 heures, ben, je suis en train de préparer mon bulletin de 7 heures. À 7 heures, ainsi de suite, mon bulletin de 8 heures. Puis, ben, sur RDI, c'est que de réagir à l'actualité. Donc, au fur et à mesure que l'information arrive, de tous les canaux possibles, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, ça peut être... Même, on fait des nouvelles avec des vidéos qu'on voit sur TikTok. Là. S'il y a une vidéo virale sur TikTok d'un policier qu'on soupçonne de faire du profilage racial, ben, c'est un bon point de départ pour se dire, ben, il y a peut-être de quoi creuser là. Je n'irai pas en ondes tout de suite avec une vidéo TikTok parce que je ne peux pas la valider, mais c'est un bon prétexte pour faire des téléphones au SPVM si c'est le SPVM qui est en cause, d'essayer de trouver la personne qui a été victime, d'essayer de lui parler, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Fait que c'est constamment en évolution. Puis, s'il y a des nouvelles de dernière heure, ben, c'est de se revirer instantanément pour la couvrir. Puis après l'émission, ben, on fait une petite réunion, un débrief sur comment ça s'est passé, sur est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu améliorer. Et on essaie de prévoir le lendemain un petit peu. Est-ce qu'on peut viser une entrevue comme là, cette semaine, l'exemple de la grève, ben, c'est un bon exemple. Ben, hier, on était en train de préparer la couverture d'aujourd'hui, demain et d'après-demain, en se disant, bon, ben, est-ce qu'il faut faire rentrer des journalistes plus tôt? Est-ce que je dois appeler le journaliste à Sherbrooke pour lui dire, demain, peux-tu rentrer à 5 heures au lieu de 6 heures? Comme ça, tu vas pouvoir être en ondes plus tôt puis couvrir tout de suite l'événement. Est-ce que je peux déjà prévoir une entrevue avec les leaders syndicaux, avec quelqu'un qui a déjà travaillé sur des négociations de ce type-là pour qu'il puisse réagir à ce qui va se dire en direct le matin même. Donc, dans l'actualité, on a certains dossiers prévisibles qu'on peut voir venir, puis d'autres non, qui nous tombent sur les bras puis auxquels il faut réagir. Donc, on fait un petit débrief, on regarde un peu vers le lendemain. Jamais vraiment plus loin que le lendemain parce qu'en 24 heures, en info continue, tout peut changer. Puis après ça, ben, je suis chez moi. Quand j'ai terminé mon quart, ben, je reste quand même à l'affût. Je lis quand même les journaux. Mon téléphone continue de m'envoyer les alertes de Radio-Canada, du Journal de Montréal, de la presse pour savoir ce qui se passe. À la fin de la journée, ben, je jette un dernier coup d'œil au bulletin de nouvelles, au téléjournal, puis à 17h avec Patrice Roy, juste pour voir comment la journée s'est terminée. Puis je repars pour le lendemain en ayant une idée peut-être de ce qui s'en vient. Grosso modo, si exactement, on veut, des dossiers qui peuvent peut-être m'intéresser pour le lendemain. Puis je recommence en me levant, en faisant une autre revue de presse. Écoutez, on va passer, je pense, à notre segment qui est un peu spécial dans notre podcast. C'est le segment Gen Z, si on veut, Génération Z. J'ai le goût de parler un peu de ce qui s'en vient dans l'avenir. Notamment, bon, on peut parler un peu de l'avenir des médias, parce qu'on sait qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Est-ce que, selon vous, le numérique va, si on veut, prendre la place de la télé dans les prochaines années? Parce que c'est une question qu'on se pose. Une très grosse question. En ce moment, je pense qu'il n'y a pas un patron
d'entreprises de presse qui se posent pas la question Ouais. comment on va faire ce virage-là, parce que je pense qu'en rendu où on en est, on n'est plus dans le est-ce que le numérique va prendre la place, mais plutôt quand et surtout comment on va négocier ce virage-là. Et on l'a vu avec les dernières semaines, des pertes d'emploi de presque 550 personnes à TVA qui vont perdre leur emploi en chez TVA en général, mais plusieurs journalistes qui vont perdre leur emploi parce que l'avenir le budget diminue, les dépenses en publicité diminuent, puis ça s'en va tout sur les plateformes numériques. Donc, c'est sûr qu'il va falloir prendre ce virage-là. Comment ça va se faire? Ça, c'est la grande question. À Radio-Canada, on fait beaucoup de tests sur les réseaux sociaux. On est présent sur TikTok. On a des journalistes qui font des vidéos. On appelle ça le projet vidéo vertical. Des journalistes qui expliquent des dossiers d'actualité en vidéo verticale sur TikTok, sur Instagram, en stories. Mais ça, c'est pas une façon de faire de l'argent avec l'information. Ça coûte très cher faire de l'information. On a des équipes aux quatre coins du globe. On a des équipes partout au pays. Ça coûte pas... c'est pas gratuit. Là. Ces gens-là font pas du bénévolat. Moi, je fais pas du bénévolat. Donc, tous les médias sont un peu... doivent composer avec cette nouvelle réalité-là puis trouver un modèle d'affaires qui se tient. Parce que c'est beau faire des vidéos sur Internet, mais comment je vais m'assurer que les gens vont l'écouter? Comment je vais m'assurer que les gens vont bénéficier de cette information-là, soit gratuitement, soit avec un coût raisonnable pour eux? Les grands journaux américains ont un bassin énorme de lecteurs potentiels, donc ils peuvent se permettre de demander un abonnement par mois. Au Québec, on est un plus petit marché. Fait qu'est-ce que c'est viable de demander un... Par exemple, le Devoir le font. Le Devoir le fait, mais le Devoir n'a pas le même nombre de journalistes que Radio-Canada. Radio-Canada, on a la chance au Canada d'avoir un service public. C'est une société d'État. Donc exactement. Donc, nous, on n'a pas le même devoir de faire de l'argent. En fait, on n'a pas de devoir de faire de l'argent. On a un devoir de servir les Canadiens d'un bout à l'autre du pays avec un budget du Parlement. Mais une entreprise comme Bell ou comme TVA, eux ont besoin de faire de l'argent. Là. Ils ont des actionnaires à qui ils doivent rendre des comptes. Mais c'est sûr que l'avenir est sur le web. Est-ce que RDI va un jour pouvoir être sur le web avec un petit coût rattaché à ça? Est-ce que ça va être inclus dans... Là, je suis pas du tout dans ces discussions-là. Là. Moi, je suis très loin de tout ça, mais est-ce que RDI va être inclus dans Tout.tv Extra? Peut-être, on ne le sait pas. Oui. Mais c'est sûr que l'avenir va être sur Internet. En ce moment, Radio-Canada mise beaucoup sur l'application Info, avec la diffusion des téléjournaux en direct sur l'application, avec des textes mis à jour en direct sur l'application aussi. Donc, ça permet une couverture en direct, en continu, un peu comme RDI le fait, mais version textuelle. C'est un gros virage. Je pense pas qu'il y a grand monde qui ont la réponse en ce moment à comment traverser ce gros casse-tête-là, cette crise-là de financement des médias, parce qu'on l'entend beaucoup aussi. Là, c'est pas les gens nous écoutent. Les gens écoutent la télé, mais de façon différente, soit sur les plateformes numériques comme Tout.tv ou comme le Club Illico ou l'application TVA ou Nouveau ou l'application de Nouveau. Mais l'argent n'est plus... Maintenant, c'est plus parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs qu'on fait beaucoup d'argent. Avant, c'était 1 + 1 = 2. Si TVA fait 2 millions de codes d'écoute avec un grand show de variété comme Révolution ou comme Les Chanteurs Masqués, ben ça rapportait beaucoup en publicité. Mais maintenant, la publicité, les entreprises achètent de la publicité sur le web, sur Facebook, sur Google. On n'a plus accès avec ces outils-là, justement, à cause de la loi canadienne. Là. Exactement. Donc, Facebook, Meta, l'entreprise qui est propriétaire de Facebook et d'Instagram, ont décidé de retirer toutes les nouvelles canadiennes de leur plateforme parce que le gouvernement a voté une loi pour les obliger à compenser les médias canadiens
selon le nombre de clics, selon les visiteurs que ces plateformes-là amènent aux médias canadiens. Mais les entreprises restent que s'ils veulent te rejoindre, toi, s'ils veulent te parler, ben le meilleur moyen, c'est d'avoir d'acheter une publicité sur Instagram ou sur TikTok ou sur Facebook. Mais les médias canadiens sont quand même encore très écoutés. Mais une entreprise va pas parce que la télé est encore écoutée, relativement beaucoup écoutée, que c'est ce qui est le plus rentable pour elle. Parce que pour elle, mettons, c'est plus payant parce que vu que sur le web, c'est ciblé. Mm-hmm. Exactement. Pour elle, c'est ciblé, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher à produire aussi. Là, une publicité télé, là, un 30 secondes de télé, ça coûte cher. Ça prend une équipe technique, ça prend des comédiens, ça prend de l'habillage visuel. Une publicité sur Facebook ou Instagram, ça peut être soit seulement un visuel préparé chez soi-même dans son bureau, là, puis on achète ça pour 30$ pour 3 jours, puis on a un retour sur investissement assez clair, assez précis. On voit le nombre de clics, on voit qui a été touché. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Ils ont quel âge? Ils sont où au Québec, au Canada ou dans le monde? Ça peut être très, très, très précis. Puis ça, en échange, nous, on donne toutes nos données là, quand on utilise Facebook et Instagram pour alimenter ces machines-là. Mais les médias d'information ne peuvent pas faire le même business, si je peux me permettre, que les géants comme Facebook et Google. Google fait des milliards de dollars en vendant de la publicité qui va être affichée sur des sites web qui ne leur appartiennent pas. Donc, un propriétaire de site Internet se crée un compte sur Google puis dit, bon, ben, tu peux montrer ta publicité ici, ici, puis ici. Puis après ça, les entreprises se tournent vers Google, achètent de la publicité, puis Google se charge de dire, bon, ben, ce site web-là intéresse les hommes âgés entre 16 et 45 ans. Donc, je vais leur montrer cette publicité-là pour cette voiture-là à ce moment-là. Mais en télé, on ne peut pas faire ça. Là. C'est très linéaire. Tout le monde voit la même publicité. Tout le monde voit le même contenu en même temps. Est-ce que c'est une avenue aussi pour les médias traditionnel de se tourner vers la publicité ciblée, peut-être aussi, d'être sur le web, puis que moi, quand j'écoute RDI numérique, ben j'ai pas les mêmes publicités que toi. C'est peut-être une avenue, mais ça reste qu'on se bat contre des géants qui n'ont pas la même puissance de frappe que nous, mettons. Là.